La question sommes-nous seuls dans l'univers a traversé toute l'histoire de la philosophie. On peut aussi imaginer que ces extraterrestres, en fait, ce soient nos lointains descendants. Puis les années 2000, les observations ne font qu'augmenter. Ça m'intéresse pas les 97% de cas expliqués. Ce qui m'intéresse, c'est les 3% de cas inexplicables. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien sur Kite TV. Aujourd'hui, une émission spéciale avec deux invités qui le sont tout autant. J'ai le plaisir de recevoir Egon Kragel et Luc Marie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kate. Bonjour aux terriens. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais vous présenter rapidement. Egon, vous êtes enquêteur indépendant, vous avez travaillé pour plusieurs chaînes de radio, vous êtes également auteur passionné d'ufologie et je vous ai déjà reçu sur le Média en 442 il y a déjà un peu plus d'un an et demi et puis notre vidéo a bien fonctionné parce qu'elle a fait plus de 200 000 vues. Wow. Luc Marie, vous êtes historien des sciences, auteur de 50 livres et le dernier qui vient de sortir il y a quelques mois là, ça date du mois de mai, il s'intitule mois de juin, pardon, excusez-moi. Il s'intitule Les ovnis viennent-ils du futur aux éditions BTLV. Je salue d'ailleurs Bob Belanca. Alors, mais avant de commencer, chers spectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de mettre des pouces, d'activer la petite cloche et de commenter, c'est ce qui permettra à cette vidéo d'être boostée. Et enfin, cette émission est en partenariat avec le magazine Géopolitique Profonde. La revue confidentielle numéro 27 est désormais disponible avec, entre autres, un article de Sophie Lefebvre dans la rubrique Technosciences consacrée au programme nazi sur les ovnis. Ça va peut-être vous parler, ça, à tous les deux. C'est la suite de son article publié dans la revue numéro 25 consacrée aux programmes spatiaux secrets et l'origine terrestre des soucoupes volantes. Vous retrouverez le lien pour vous abonner à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde en description. Alors c'est justement le thème de cette émission, l'ufologie, les ovnis, et j'ai envie de commencer par une première question à tous les deux. Pourquoi les ovnis fascinent-ils autant les gens ? Selon un petit sondage rapide qui a été mené par l'IFOP pour AMB USA en 2023, alors à pas confondre avec l'ambassade américaine, sur le top 5 des croyances, 43% des Américains interrogés croient aux ovnis, derrière les miracles, le diable, les fantômes ou les démons, contre 28% des Français interrogés derrière les miracles, la transmission de pensée et l'astrologie. Ouais. Luc, je vous laisse répondre en premier. Je voulais pas répondre en premier, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on mélange. Vous n'avez pas le choix, voilà. On mélange l'ufologie avec, je vois l'astrologie, les phénomènes de maisons hantées, etc. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que l'ufologie n'est peut-être pas une science, mais c'est une activité sérieuse. C'est un phénomène sérieux. J'aime pas qu'on parle d'ailleurs de croyance quand on parle d'ovnis, parce qu'il s'agit d'un phénomène pour moi encore non expliqué, mais qui relève de la pure science. Cela étant donné, ça fascine les gens parce que les scientifiques sont incapables depuis maintenant 1945-1947, date officielle de la première apparition d'ovnis, qu'on appelait à ce moment-là les soucoupes volantes, incapables de donner une explication rationnelle à ce phénomène. Et ce phénomène fascine parce qu'il est très furtif. Ça dure quelques secondes, quelques minutes tout au plus. Et puis il est absurde. Il apparaît à la fois intelligent, il réagit à la présence humaine. Visiblement, c'est pas un phénomène naturel, intelligent, et en même temps, il relève de l'inconnu. Alors, ça pose beaucoup de questions, et toutes les hypothèses, même les plus fantastiques, peuvent être avancées. Mais jusqu'à présent, que ce soit les aviateurs ou les paysans du fin fond de la Chine, ils sont tous interdits devant ce phénomène. Ils le décrivent avec la même fascination, la même incompréhension. Donc, c'est un phénomène, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, qui fascine les gens.
Alors qu'il n'existe pas à ce moment-là, c'est sociologique, donc il faudrait savoir pourquoi les gens voient des ovnis, et s'il existe, comment l'expliquer, et lorsque donc on étudie le phénomène, qu'on autopsie le phénomène, il y a plusieurs hypothèses qui rentrent en jeu. Alors les hypothèses dites rationnelles, les hypothèses moins rationnelles de l'ordre de la physique avancée. Alors, les hypothèses rationnelles, les hypothèses naturelles, par exemple, s'agit-il d'un phénomène physique inconnu, mais on voit mal une météorite changer de direction à angle droit. Alors, c'est quand même bizarre, un phénomène qui change de direction, enfin, à l'approche d'un avion de chasse, et puis qui accélère, ça peut pas être naturel. Bon. Et donc, et puis ça dépasse largement nos moyens technologiques actuels depuis le début de la guerre froide, et même avant, parce que j'explique aussi dans mon livre qu'on en a vu bien avant 1947. Et on va y revenir dessus. Vous n'êtes pas le seul. Même Egon, dans ses livres aussi, oui. l'évoque, ce point-là. Alors là, ça y est, je m'embarque dans une grande explication. Mais enfin bon, je veux dire que 97% des cas peuvent être expliqués ou par des canulars, des hallucinations, des confusions avec des ballons-sondes, avec des retombées de satellites, avec des levées de Vénus, etc. Ça m'intéresse pas, les 97% de cas expliqués. Ce qui m'intéresse, c'est les 3% de cas inexplicables. Et dans ces 3% de cas inexplicables, il faut bien le dire, on est amené à se poser des questions philosophiques, scientifiques, sur notre place dans l'univers et dans le temps. Et l'hypothèse qui revient le plus souvent, c'est l'hypothèse extraterrestre, mais pour moi, elle ne coule pas de source, forcément. On associe forcément les ovnis aux extraterrestres, alors qu'il s'agissait de deux problèmes complètement différents. On peut, j'aime pas le terme croire, mais penser... Alors, on va... D'accord. Alors, pardon, Luc, pardon. Ça, c'est une question, effectivement, que je vais vous poser, parce que, effectivement, bien souvent, on confond ovnis et extraterrestres, sauf que voilà, c'est vraiment une question que j'ai prévu de vous poser à tous les deux. Mais je voudrais laisser réagir Egon sur cette fascination qu'on a, en fait, pour les ovnis. Pourquoi? Pour quelles raisons ça nous fascine tant? Moi, je pense que la première raison, moi, je viens d'un monde littéraire et d'un monde philosophique, hein, donc j'aime bien, parce que Luc a vraiment, on sent chez Luc le background scientifique est magnifique, et je pense que nos deux points de vue sont à la fois compatibles et complémentaires. Moi, je vais plutôt... Ouais. Je vais plutôt... Vas-y. Je vais plutôt explorer mon domaine. Et philosophiquement, de toute façon, les ovnis sont une magnifique machine à penser l'altérité. C'est-à-dire que quand on parle d'ovnis, on parle d'une altérité radicale, hein, c'est-à-dire ce n'est pas nous, c'est autre chose. Et on sait que tout ce qui est altérité, c'est un miroir. Donc les ovnis parlent de nous profondément. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, depuis les premières tentatives de réflexion, depuis la création de l'ufologie scientifique par Alan Hynek, dès les années 40, on voit qu'on s'interroge sur nous, en fait. Il est très difficile, de toute façon, d'appréhender un mystère, puisqu'on n'en a pas la possibilité. On ne peut, est-ce que nos sens nous permettent d'appréhender ce mystère? Donc, en fait, on projette ce qu'on est, et c'est une magnifique machine à penser, l'homme, et notre histoire, notre civilisation, notre société, notre évolution. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très fascinant, parce que ça parle de nous. Les ovnis parlent énormément de nous, en fait. Mmh. Oui, ce qu'ils sont, le mystère, l'altérité, c'est tellement impréhensible, c'est très difficile, ça parle surtout de nous. Pardon, Luc. Non, je disais, derrière le masque de l'ovni se cache le visage de l'homme, c'est ça que je voulais dire. Absolument, tout à fait. Mais oui, et vous allez encore plus loin que ça. Mais avant de parler de votre thèse, de votre théorie, Luc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la remettre en question l'existence des ovnis et plus largement de la vie extraterrestre, c'est un concept aujourd'hui complètement obsolète, désuète? C'est à moi qu'on pose la question? À tous les deux. Et non, moi
je pense qu'aujourd'hui, la question n'est plus de savoir s'ils sont, mais ce qu'ils sont. C'est-à-dire, c'est un phénomène mondial. Donc, les canulars, les mystifications, c'est de l'ordre de la régionalisation. Ça ne s'observe pas que dans un seul pays, pas seulement aux États-Unis ou au Brésil, mais aussi en France, en Russie, dans l'ex-URSS autrefois, en Chine, ou au fin fond de l'Afrique. Donc, c'est un phénomène qui s'est vu sous toutes les latitudes et toutes les longitudes. Donc, la mondialisation plaide en faveur de sa réalité. Donc, pour moi, il y a une triple réalité. Il y a une réalité physique, il y a des notifications radar, il y a une réalité artificielle, parce que ça semble, pour moi, ça dépasse le cadre, ça peut plus être un phénomène naturel, et il y a une réalité inconnue. Il y a une triple réalité. Alors, justement, artificielle et inconnue, et alors là, justement, on se pose des questions, à savoir, qu'est-ce qui se cache derrière cet inconnu? Est-ce humain ou pas humain? Et de ce côté-là, oui, c'est très difficile de répondre, de trancher. C'est un nœud gordien. Je pense que c'est totalement obsolète, ne serait-ce qu'officiellement. Si on se penche vraiment sur l'histoire, de l'histoire des ovnis, la dernière commission officielle qui avait été menée aux États-Unis sur les ovnis, qui était le projet Blue Book, qui s'est achevé en 69. La conclusion était très simple, elle était drastique, c'était de circuler, il n'y a rien à voir, ce sont des méprises de phénomènes naturels, et puis surtout, c'était assez dissuasif pour les gens qui voulaient continuer d'enquêter, c'était une mise en garde en disant ne vous aventurez pas dans ce domaine-là. Et puis, cette conclusion a été un peu l'évangile des hautes instances, des experts militaires, jusqu'en 2017, avec ce papier publié dans le New York Times. Et puis 2021. Comment ? Et 2021, avec la déclassification des dossiers. Oui, alors ça a commencé en 2017, vraiment, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en 2017, le 16 décembre 2017, on a un papier du New York Times, qui est signé par 3 journalistes, dont Leslie Kean, Hélène Cooper, etc. Et qu'est-ce que nous dit ce papier ? C'est un pavé dans la mare. Il nous dit, en fait, on vous a menti. Les hautes instances vous ont menti parce que le gouvernement, l'armée, mène une enquête occulte sur les ovnis, et ça se passe pas n'importe où, ça se passe au Pentagone, au 5e étage de l'annexe C du Pentagone. C'est un responsable du renseignement qui s'occupe de ça. Ça a coûté 22 millions de dollars, mais c'est énorme. C'est-à-dire que jusque-là, et les citoyens d'ailleurs ont marqué le coup. Ça a semé d'ailleurs la confusion dans les couloirs du pouvoir à Washington. On vous a menti. Alors, ce que disait Luc, c'est qu'à partir de là, il y a eu le Sénat a pris l'histoire à bras le corps, et le Pentagone a été obligé de s'expliquer. Et effectivement, en 2021, le Pentagone a rendu public un rapport préliminaire de 9 pages, et ce rapport nous dit quoi ? Ce rapport dit ce phénomène existe. C'est le Pentagone, les experts militaires nord-américains. Ce phénomène existe, on parle d'objets physiques, physical objects. Donc c'est pas du plasma, c'est pas des illusions d'optique. Ce sont des phénomènes qui sont repérés par un matériel de détection extrêmement sophistiqué. Et puis surtout, ce que dit le Pentagone, c'est que c'est un peu ennuyeux parce que ça sème un peu le trouble généralement au milieu d'essais militaires et de manœuvres militaires un peu clandestines. Donc ce phénomène est là. Alors, c'est ce que disait Luc tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question n'est pas est-ce que ce phénomène est là, il est là. La question maintenant, c'est quelle est la nature intrinsèque de ce phénomène. Maintenant, c'est la grande question. Est-ce qu'on constate des manifestations qui sont beaucoup plus accrues depuis le XXe siècle et là le XXIe siècle? Est-ce qu'ils se manifestent beaucoup plus en réalité? Moi, je peux juste vous répondre en citant le responsable du renseignement de la Navy, qui la Navy a décidé de faire en fait une
une sorte de réunion publique sur les ovnis, un débat public sur les ovnis, et Scott Bray, qui est donc le responsable du renseignement, a déclaré qu'ils avaient 400 dossiers concernant ces ovnis solides, c'est pas 400 dossiers solides, et que depuis les années 2000, les observations ne font qu'augmenter. C'est la déclaration officielle de Scott Bray, donc responsable du renseignement de la US Navy. Mais je pense que... Donc on a quand même un double discours, parce que moi j'ai vu un article, j'ai lu un article là, et ça a été comment dire, révélé par le Wall Street Journal, un article de la Dépêche qui date de juin 2025 qui montre que l'armée, en fait, l'armée américaine, là on parle des États-Unis, l'armée américaine, je cite, aurait pendant des années délibérément nourri les théories conspirationnistes les plus folles autour de l'existence des petits hommes verts. Voilà, et ça c'est un rapport du Pentagone qui a été révélé par le Wall Street Journal. Donc ils entretiennent quand même un double discours, en fait. C'est ça, oui. D'ailleurs, il y a un dossier qui est jumeau avec les ovnis, c'est le dossier de la désinformation, c'est-à-dire que dès l'instant, dès les années 40 où on commence à parler de ces phénomènes, se met en place un vrai réseau de désinformation. Je parlais tout à l'heure de Alan Hynek qui est vraiment le père de l'ufologie scientifique. Il faut savoir que Alan Hynek, avant de créer les X-Files et de devenir Monsieur OVNI international, a été engagé dès 1942 par l'armée pour faire ce qu'on appelle du debunking, c'est-à-dire qu'on l'envoyait aux endroits où des personnes avaient aperçu quelque chose, et il fallait absolument qu'ils trouvent, comme ça, au pied levé, une explication en disant « Oh, bah c'est Vénus, non, c'est la Lune ». Et ça s'est terminé de façon un peu ironique, parce que je crois que c'était à Exeter, où il fallait qu'au dernier moment, il trouve une solution. Il y avait un grand nombre de témoins, qui avaient vu un objet, mais qu'il avait décrit extrêmement, de façon précise, une sorte de revêtement comme un peu matelassé, étrange. Et Alan Hynek, pris au dépourvu, a dit « écoutez, je pense que c'est le gaz des marais. Vous savez, les herbes dans les marais, en fait, se décomposent et ça dégage du méthane et ça fait des espèces de flammes qui dansent. » Ça a été un rire général. Et à partir de ce moment-là, Alan Hynek a tourné Kazakh, il est devenu vraiment Monsieur OVNI, parce que lui, à force d'enquêter, d'aller sur le terrain, s'était bien rendu compte qu'il y avait quelque chose de solide, de concret dans ces histoires. Donc, l'histoire de l'UFO a commencé avec de la désinformation. Alan Hynek a inspiré Spielberg dans Rencontre du troisième type. Enfin, c'est sa classification d'ailleurs. Alan Hynek a été le conseiller technique sur le plateau de Rencontre du troisième type, avec Jacques Vallée. Jacques est incarné par François Truffaut. Quand on voit le film. Oui, François Truffaut, oui, je me souviens. Professeur Lacombe, qui est en fait incarné par François Truffaut, c'est en fait Jacques Vallée. Jacques Vallée travaillait de toute façon avec Alan Hynek, ils ont écrit des livres. Mais c'est les premiers livres que j'ai lus d'ailleurs. Oui, moi aussi, c'est. Les livres de Jean-Claude Bourret. J'ai commencé dans ma chambre en lisant Jacques Vallée et en lisant Jean-Claude Bourret. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de connaître les deux et de passer des moments magnifiques avec eux. Et, en revanche, je ne connais pas. Non, en revanche, je les ai pas. Jean-Claude Bourret qui sort d'ailleurs un livre bientôt là. Oui, absolument. Alors j'espère que je l'aurai à mon tour sur le plateau. Pourquoi il est essentiel de distinguer les ovnis des extraterrestres? Qui veut répondre là? On n'a pas du tout la certitude que ce soit un phénomène exogène, c'est-à-dire qui vient d'autres planètes. Luc l'a résumé parfaitement tout à l'heure. Donc vous êtes d'accord avec d'accord, Egon, vous êtes d'accord avec... Mais cette histoire de pyramide vert... d'accord avec Luc, c'est-à-dire qu'on est à l'époque des hypothèses aujourd'hui, on tâtonne. Donc toutes les hypothèses sont apposées sur la table. Ou presque. L'hypothèse extraterrestre est une hypothèse. Ah oui, ce n'est pas exclu du tout. Si demain on me disait que c'était d'origine extraterrestre, je ne serais pas étonné non plus. Cela étant, on associe ovnis extraterrestres depuis le début de la guerre froide à peu près. La fameuse, les petits hommes verts, parce qu'on n'a jamais observé de verts en fait, mais je crois que ça vient... C'est plutôt les petits hommes gris, non? C'est peut-être les petits gris, non? C'est le cinéma. C'est le cinéma des années 50 qui ont commencé à représenter ces extraterrestres.
Parce que la science-fiction aussi Ouais, a aussi un voilà. impact sur le réel et inversement. Mais en Le 1950, cinéma, je crois dans le Kentucky, il y a un fermier qui avait tué un singe du zoo voisin et il avait tué 2 singes plutôt, il les avait tondus, peints en vert et ensuite il les avait transportés à la base américaine la plus proche en disant ça y est, j'en ai tué 2, ils sont verts. Et dès le lendemain, dans la presse américaine, on avait dit que les extraterrestres existaient, qu'ils étaient verts, jusqu'au moment où on a autopsié les cadavres en question et on s'est rendu compte qu'il s'agissait de singes. Alors on dit que donc cette théorie des petits hommes verts est née à ce moment-là. Mais enfin, les petits hommes verts en question, on n'en a jamais observé. Mais le problème extraterrestre, c'est encore autre chose. Alors là, la recherche de la vie extraterrestre, d'ailleurs, ça a aussi un nom, c'est l'exobiologie. Et les astronomes essaient d'en débusquer derrière les fameuses exoplanètes. Alors depuis qu'on a découvert des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui gravitent autour d'étoiles lointaines, enfin, c'est-à-dire les soleils lointains, euh, la question de la vie extraterrestre a rebondi parce qu'on a découvert environ 6000 planètes, dont une bonne centaine qui ressemblent à la Terre, de près ou de loin, dans un rayon de 2000 années-lumière. Alors quand je dis 2000 années-lumière, ça paraît énorme, mais c'est notre banlieue. Hein. C'est notre banlieue, sachant que notre galaxie, la Voie lactée, fait à peu près 100 000 années-lumière de diamètre. Notre seule galaxie, qui comporte 100 milliards d'étoiles, dont 30 milliards ressemblent presque à notre Soleil, sont des sosies, grosso modo, de notre Soleil, et on s'aperçoit en fait que pratiquement toutes les étoiles sont escortées d'un cortège de planètes plus ou moins grandes, des planètes gazeuses, des planètes solides, comme les 8 planètes qui circulent autour du Soleil depuis 5 milliards d'années. Donc, des planètes, il en existe, des planètes terrestres habitables, il en existe, des planètes habitées, on n'en sait rien, mais si elles sont habitables, elles peuvent être habitées. Cela étant, si elles sont habitées, elles ne sont pas forcément habitées par des êtres supérieurement intelligents. Ça peut être aussi habité par des dinosaures, des amphibiens, bon, qui n'ont aucune notion de l'espace qui les entoure. Et, mais on peut aussi imaginer qu'il existe des civilisations galactiques. Ça, ce n'est pas inimaginable. Beaucoup d'astrophysiciens ne sont pas du tout hostiles au fait que la vie intelligente ait pu se développer ailleurs. Mais c'est une question de dire que la vie intelligente ait pu se développer sur une planète située à environ 100 années-lumière, et autre chose de dire que ces êtres savent où nous sommes et qu'ils nous visitent depuis des décennies. C'est parce que la distance qui nous sépare des étoiles est véritablement colossale. Je prends un exemple, j'espère que je ne suis pas trop long. Eh bien, si le Soleil avait la taille Non, mais c'est très intéressant si le pour Soleil avait la comprendre. taille d'une orange, notre planète, la Terre, serait une petite bille située à 7,50 m de la dite orange, Pluton, un petit pois, enfin, un noyau de cerise situé à environ 400 mètres de la dite orange, et la plus proche étoile, à savoir Alpha du Centaure, qui est en fait une étoile triple, parce qu'il y a beaucoup d'étoiles aussi qui vivent en couple, et, et qui vivent à plusieurs. Et cette plus proche étoile serait encore à 2000 km et aurait à peu près la taille d'une orange également. 2000 km. Et toujours à cette même échelle, notre galaxie, la Voie lactée, excéderait 60 millions de kilomètres. Quant à l'univers, ces dimensions sont encore colossales. Donc, les distances sont un véritable obstacle. Cela étant, ça ne veut pas dire que cet obstacle soit infranchissable. Parce que si on avait dit aux contemporains de Christophe Colomb qu'un jour on franchirait l'Atlantique par les airs en l'espace de 3 heures, via le Concorde par exemple, ou en l'espace de 7 heures avec un Boeing, ils nous auraient ri au nez. Donc peut-être que ces civilisations galactiques ont trouvé un moyen de raccourcir les fameuses distances qui séparent les étoiles, si tant est qu'ils soient beaucoup plus en avance que nous. Parce que ça, c'est une autre hypothèse. Donc l'hypothèse extraterrestre est échafaudée sur beaucoup de et si, et si, et si. Bon, voilà. Mais c'est probable, parce que les lois de l'univers sont partout les mêmes. On sait maintenant que les planètes se forment depuis 30 ans. Il y a 40 ans, on n'en connaissait aucune en dehors du système solaire. Depuis 30 ans, la première exoplanète a été détectée autour de 51 Pégase. Elle s'appelle Dimidium. Elle circule en quelques jours, en seulement quelques jours, autour de son étoile. Elle est littéralement collée à son étoile. C'est une espèce de Jupiter chaud. Donc là, la vie n'existe pas, c'est sûr. Mais le fait est qu'il existe beaucoup de planètes. La formation planétaire, c'est une étape essentielle dans la vie des étoiles.
Donc maintenant, sur Terre, on sait comment nous sommes apparus. Il faut trouver des planètes océans. La vie est d'abord apparue dans les océans, donc on essaie de détecter, et dans le système solaire et hors du système solaire, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'eau, etc. Et il y a des candidates pour ça. Il y a déjà des candidates situées à 15 années-lumière, 20 années-lumière, mais avec nos moyens actuels, il nous faudrait 100 000 ans pour y parvenir. Et la fameuse sonde Voyageur qui a quitté en 2003, qui a franchi les limites du système solaire en 2003, et va encore dériver dans l'espace, dans l'infini, pendant 70 000 ans avant de soulever les jupes des premières étoiles. Donc, il faut savoir que nous ne sommes ni au centre de l'espace, ni au centre du temps. Alors, quand je dis une année-lumière, alors pour ceux qui nous écoutent, une année-lumière, c'est pas une année. Une année-lumière, c'est pas une unité de temps, c'est une unité de distance. Hein. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas vraiment. C'est le temps, enfin c'est la distance que franchit la lumière en un an. Et en un an, elle franchit 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres, sachant que notre système solaire fait seulement 5 milliards de kilomètres. 5 milliards de kilomètres, c'est franchi par la lumière en 5 heures. Donc la lumière franchit 1 milliard de kilomètres en 5 heures. Oui, 1 milliard de kilomètres en 1 heure, je veux dire. Et la lumière du soleil, par exemple, met 8 minutes à nous parvenir. Voilà. Donc, je voulais préciser tout ça pour dire que les extraterrestres, s'il s'agit d'extraterrestres, leur technologie a au moins plusieurs siècles d'avance. Ça veut dire que ils n'ont aucun intérêt aussi à entrer en contact avec nous. On n'a rien à leur apporter. Ils peuvent nous étudier. Ça expliquerait peut-être le silence aussi, l'absence de contact également, là. Ouais. Mais ça suppose une technologie bien supérieure que nous n'atteindrons nous peut-être qu'au XXVe siècle. Voilà. Et encore. Egon, est-ce que vous voulez réagir Pourquoi l'hypothèse extraterrestre? C'est aussi pour une raison extrêmement précise. C'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure de Alan Hynek et de Jacques Vallée, qui ont mis au point la première grille de lecture du phénomène qui est toujours aujourd'hui en cours, qui sont les RR1, les rencontres rapprochées du premier type, les rencontres rapprochées du deuxième type, les rencontres rapprochées du troisième type, etc. Lorsqu'on se penche sur la chronique ufologique, ce qui est mon cas, j'adore ça, je suis un peu un écureuil avant l'hiver, c'est-à-dire que je passe mon temps à monceler les archives. Il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle les RR3, c'est-à-dire que beaucoup de témoins du hasard, des gens extrêmement au-dessus de tout soupçon, un jour se sont confrontés à un objet qui était plus ou moins posé, et à côté des créatures bizarres. Alors je vais juste rappeler, rencontre rapprochée du premier type, c'est en fait lorsqu'on observe un objet dans le ciel, une lumière dans le ciel. Rencontre rapprochée du second type, c'est lorsque cet objet a une incidence sur l'environnement, c'est-à-dire que soit, par exemple, le moteur de la voiture s'arrête, on a eu pas mal de cas dans les années 70 comme ça, soit il laisse une trace au sol, soit le témoin va souffrir d'effets délétères, c'est-à-dire de brûlures, de conjonctivite, d'asthénie. Il y a pas mal de cas là-dessus. Et la rencontre du troisième type, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à des créatures contre lesquelles toutes nos tentatives d'identification échouent. C'est-à-dire que dans mon dernier livre, moi, je me souviens, beaucoup amusé, c'est-à-dire j'ai plongé vraiment dans la rubrique ufologique en m'inspirant de rapports de police, de rapports de l'armée et ce que racontent les témoins. Et c'est un florilège, c'est un bestiaire absolument incroyable. C'est-à-dire que des témoins racontent être tombés sur des créatures sans nom. Nous, en France, on a le cas de Valençol, par exemple, qui est absolument magnifique, le cas de Maurice Mas, le 1er juillet 65. Il parlait de petits êtres avec des grosses têtes, une bouche ronde. Et puis, en France, on a connu la vague de 54. La vague de 54, ça a été absolument insensé. C'est-à-dire qu'entre septembre, octobre et novembre 54, on avait jusqu'à 60 observations par jour. Et les gens voyaient des espèces de tout petits personnages comme des bibendums, etc. Donc il y a tout un florilège, tout un bestiaire cosmique comme ça. Et c'est pour ça que est née l'hypothèse de créatures, comme elles ne nous ressemblent pas, elles viennent visiblement d'ailleurs. Alors c'est la première chose, c'était en même temps, elles sont bipèdes, elles ont une tête et des bras. Pas tous.
On n'a pas observé de pieuvres géantes, par exemple. On n'a pas observé Comment? on n'a pas observé des êtres multimorphes. On n'a pas observé des pieuvres. Si, on a observé. Des monstres, je me souviens, il y a des photos, enfin, il y a des croquis dans votre dernier livre, Egon, je me souviens. Il y a quelques cas qui sont assez Ouais, mais sont-ils crédibles, ces cas-là, ceux qui décrivent des monstres? Et pourquoi ne le serait-il pas? Pourquoi ne le serait-il pas? Je parle de choses, je parle de choses sans savoir, là, mais... Non, moi, je reste très attentif, c'est-à-dire je veux absolument rester dans l'ouvert, de ne pas juger, c'est-à-dire que je pense que pour appréhender de façon vraiment la plus pragmatique et la plus précise, c'est-à-dire essayer, parmi toute cette folie, de cette absurdité, c'est ce que tu disais, Lucas, parce que de toute façon, les deux plus belles définitions pour moi concernant ce phénomène, la première, c'est celle d'Aimé Michel, qui était un pionnier, un magnifique penseur fulgurant, philosophe, etc., qui parlait de festival d'absurdité. Je pense que c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. C'est intelligent et absurde. C'est ça que c'est ça. Pour nous, c'est-à-dire en l'état de nos connaissances. Voilà. Il y a une anecdote par rapport à Aimé Michel que j'aime beaucoup. Là, je retrouve mes livres et ma littérature. Aimé Michel était très, très ami avec un magnifique poète, en fil de fer, comme ça, un personnage incroyable, qui était Jean Cocteau. Et un jour, Aimé est allé voir Cocteau, qui était alité, qui était assez malade. Et Cocteau, ce qu'on ne sait pas, était fasciné, absolument fasciné par les ovnis. Et Cocteau lui dit, Aimé, tu as pas l'air très en forme. Alors, Aimé lui dit, tu sais, je me prends la tête sur ce dossier, c'est très compliqué, j'essaie de trouver, je ne sais pas par quel bout vraiment l'appréhender. Et Cocteau lui a dit, tu sais, je pense qu'il y a un ordre dans ce désordre. Et j'adore cette phrase de poète, parce qu'elle est extrêmement philosophique, elle est absolument magnifique. Oui. C'est pour ça que je pense que peut-être, ce qui nous paraît un festival d'absurdité aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a un ordre qu'on n'arrive pas pour l'instant à... Non, mais quand je dis absurde, c'est apparemment absurde. Apparemment absurde. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup aussi la définition de Jacques Vallée. Jacques qui dit que c'est un phénomène qui nie sa propre existence, et j'aime beaucoup ça aussi. Oui, ça aussi c'est beau. Oui, on pourrait le dire. Donc oui, il y a un florilège, en tout cas il y a eu un florilège d'observations de gens qui sont terrifiés, consternés, enfin vraiment quand on voit les rapports, et confrontés à toute une symphonie vraiment baroque d'êtres bizarres, c'est-à-dire qui sont-ils, d'où viennent-ils? Est-ce que... Il y a aussi des cas d'abduction aussi. Alors, est-ce qu'on est face aussi à un phénomène qui projette quelque chose en nous? Parce que peut-être qu'il y a aussi... on est face à un... C'est un peu la théorie de Jacques Vallée, toujours aussi, d'un métasystème qui nous manipule. Est-ce qu'on est face à un phénomène qui, pour se rendre, je dirais, intelligible et visible, prend des formes absolument inattendues? Est-ce que ce sont vraiment des êtres qui ressemblent à ça? Je ne sais pas. En tout cas, il est toujours intéressant de s'interroger là-dessus. Mais... Tu disais tout à l'heure que derrière ce phénomène, ce qui nous fascine, c'est qu'il s'agit de nous. Enfin, on se pose des questions sur nous-mêmes, sur notre place. Mais ça traduit aussi la peur de l'autre, la peur de l'inconnu. En fait. Plus que les autres phénomènes paranormaux, pourrait-on dire. Là, c'est vraiment la peur de l'inconnu, mais qui vient de très loin, je veux dire. Et ça pose aussi peut-être des problèmes religieux et philosophiques. Alors, philosophique, absolument. Est-ce que vous savez que de toute façon, la question sommes-nous seuls dans l'univers a été une question fondamentale qui a traversé toute l'histoire de la philosophie. Mais depuis Épicure. C'est-à-dire bien avant l'Anaxagore, les présocratiques, avant le iconique, alors ce qui est très étrange, jusqu'au 19e siècle. C'est-à-dire, on a des philosophes, des scientifiques philosophes, par exemple, comme Camille Flammarion, qui n'hésite pas, qui a écrit un traité sur la pluralité des modalités. Et franchement, au XXe siècle, ça c'est la grande question que je me pose, je n'ai pas de réponse, au XXe siècle, lorsqu'on parle d'altérité, et là on va parler d'altérité radicale, vraiment,
on ne veut plus entendre parler de ça. C'est-à-dire qu'on est devenu extrêmement frileux, on fait marche arrière, alors que toute l'histoire... Est-ce que vous savez que Kant, par exemple, Emmanuel Kant, qui est vraiment le philosophe sur lequel tous les élèves ont souffert, qui est vraiment celui qui a vulgarisé et imposé la raison, Emmanuel Kant était persuadé, absolument persuadé, que toutes les planètes étaient habitées. Il était tellement persuadé de ça qu'il était prêt à parier tout ce qu'il possédait en disant je suis persuadé et donc je mets en jeu tout ce que je possède, je suis sûr que les planètes. Mais Descartes aussi, enfin, Descartes philosophe. La question sommes-nous seuls dans l'univers a traversé toute l'histoire de la philosophie. Oui, elle est contemporaine de l'humanité. Elle est omniprésente comme c'est la fin du monde d'ailleurs. Pourquoi la question est importante? Parce que je crois que c'est une question qui est chevillée au cœur de l'homme depuis extrêmement longtemps. Dès l'instant où on a commencé à se poser des questions, une des premières questions, c'est ça. De toute façon, lorsque les nuits d'été, on s'allonge dans l'herbe et qu'on regarde le ciel crépitant d'étoiles, clouté d'étoiles comme ça, magnifique au-dessus de nos têtes, la première question, c'est de se dire, ce sont des planètes, est-ce que quelqu'un me regarde? Oui, mais ça, c'est moi la première question que je me posais, j'avais 4 ans, donc... les hommes préhistoriques pensaient que c'était des feux de camp, d'ailleurs. C'est des feux de camp faits par des tribus lointaines. Enfin, bon. Après, on peut s'interroger aussi si l'homme s'est toujours, en quelque sorte, questionné sur sommes-nous seuls dans l'univers, c'est que déjà, cette part de rationalité n'existait pas dans son esprit, et peut-être qu'aussi, l'homme a toujours vécu ce genre de manifestations. C'est ce que je disais, quand on voit la philosophie, la naissance de la philosophie, une des premières questions, c'est ça. La première question qui se pose, c'est est-ce que nous sommes dans un univers, c'est tout bête, est-ce qu'on est dans un univers fini ou infini? Et dès l'instant où on pose l'hypothèse d'un univers infini, c'est est-ce qu'il y a d'autres formes de vie? Mais c'est comme l'histoire du commencement et de la fin. Quand on commençait l'univers, qu'y avait-il avant? Mais c'est des questions irrésolubles, ça. La question de l'univers fini, on peut toujours imaginer ce qu'il y a au-delà de ce fini. Donc, mais moi, je crois que la question sommes-nous seuls dans l'univers, elle rejoint aussi la question de la fin du monde également. Le mythe de la fin du monde est aussi vieux que l'humanité elle-même. Pratiquement, j'avais fait un livre sur la fin du monde et j'avais répertorié comme ça 183 prophéties apocalyptiques depuis la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire à peu près tous les 5 ou 10 ans, on pense que la fin du monde est pour demain. Et donc, oui, parce que l'homme est obsédé par le commencement et par la fin, et chaque génération est persuadée d'être la dernière. Et l'histoire de sommes-nous seuls dans l'univers aussi, c'est quelque part, c'est un besoin, ça correspond à une espèce de besoin d'éternité aussi de l'homme, sachant que peut-être que d'autres hommes vivent sur d'autres mondes. Ouais. Donc le temps n'est pas fini, l'espace n'est pas fini, et on a appris avec la science que nous ne sommes ni au centre de l'espace ni au centre du temps finalement. Ouais. Et on est un peu perdu, quoi. Voilà, nous sommes un peu perdus, il faut le dire, dans l'espace, là, dans cette petite galaxie qu'est la Voie lactée, dans un bras, là, le bras de Persée, au bord de la galaxie, et on est un peu perdu aussi dans le temps, parce que l'homme n'existe que depuis très peu de temps sur Terre, seulement 5 millions d'années, alors que la Terre a 5 milliards d'années. Donc là aussi, c'est une défaite de l'anthropocentrisme, les avancées de la science. Alors, si jamais d'autres êtres intelligents existaient ailleurs, ce serait une nouvelle défaite de l'anthropocentrisme. Ça ne plaît pas du tout, évidemment, à tous ceux qui sont un peu religieux. Voilà. Et donc, il y a le rejet ou non des ovnis aussi est une réaction face aux privilèges de l'homme. On ne veut pas perdre ses privilèges, on ne veut pas perdre notre place centrale dans l'univers. Il y a un peu de ça aussi, on s'accroche. On veut rester la race la plus intelligente au sommet de la hiérarchie. Ouais. Donc et puis ça pose la question de Dieu, la question de Jésus-Christ, etc. Mais bon, enfin, je vais pas rentrer dans ces détails. Mais bon, voilà. Mais tu parlais d'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, c'est vrai, c'est le premier à avoir envisagé que les étoiles lointaines pouvaient être aussi des galaxies extérieures à la nôtre. Ouais. Bien avant Edwin Hubble, qui est le premier, parce qu'il y a encore un siècle, on pensait que le Soleil était au centre de l'univers, au centre de la Voie lactée. Oui. Et il a fallu
en 1914, il a fallu attendre 1929 et la théorie de l'expansion de Hubble pour savoir que nous n'étions pas non plus au centre, que nos galaxies n'étaient pas non plus au centre de l'univers. Donc chaque avancée de la science est une remise en question de nos privilèges, quoi. Alors sur cette notion de temps justement et sur cette possibilité d'être plus intelligent que l'espèce humaine qui existerait, pour vous, Luc-Marie, les ovnis viendraient peut-être du futur, c'est-à-dire que là nous sommes dans le présent et donc il existerait un futur qui est déjà en action là, qui se déroulerait, Oui. et donc ces ovnis proviendraient de ce futur. Vous allez même plus loin parce que vous nous dites que ces êtres, en fait, ce sont des êtres venus du futur, mais ce sont des êtres humains finalement, un être humain un peu augmenté. Là, on va vers la version un peu transhumaniste, là. C'est une hypothèse très optimiste. Ça veut dire que nous serons là encore dans plusieurs milliers d'années. Donc ça veut dire que la fin du monde n'est pas pour demain. Ou alors il y a peut-être une fin du monde, mais il y aura une renaissance. Mais oui, alors tout à l'heure j'expliquais que les ovnis, donc partons du principe qu'ils existent. Comment les expliquer? Et moi, bon, l'hypothèse extraterrestre, se heurte à certains obstacles. Et donc j'essaie d'imaginer, mais pourquoi il y a des, comment dirais-je, des indices d'extratemporalité. Ce que j'appelle, tout à l'heure je disais, les ovnis officiellement existent depuis 1947. Mais quand on étudie l'histoire, on a observé des phénomènes bizarres dans notre ciel depuis l'époque gréco-romaine. Depuis Pline l'Ancien qui parlait de poutres apparentes, jusqu'à Kenneth Arnold, en passant par les Foot Fighters de la Seconde Guerre mondiale, les chapeaux volants de la Renaissance, dans le ciel de Tübingen en 1554, ou encore des boucliers ardents, des boucliers d'airain observés au 8e siècle dans le ciel de l'Allemagne de l'époque. Et donc, on a observé des apparitions discoïdales pratiquement à toutes les époques, et il n'y a jamais eu d'intervention non plus. Une absence de contact, une absence aussi d'hostilité, pourrait-on dire. Il n'y a jamais eu de combat, enfin, à ce que je sache, je n'ai pas entendu parler de combat aérien entre les ovnis et nos avions supersoniques jusqu'à présent. Donc, leur réaction n'est pas hostile. Et moi, je me dis aussi, s'il s'agissait d'extraterrestres, il y a longtemps, peut-être qu'on aurait peut-être été en contact, mais c'est une hypothèse de travail, hein. Je n'affirme rien, hein. Voilà, il y a des indices. Je veux dire, comment expliquer cette permanence historique des ovnis qui existe depuis que l'humanité observe le ciel, en fait, depuis Anaxagore jusqu'au télescope James Webb. Et comment expliquer l'absence de contact et aussi le fait que les humains, enfin les êtres observés à bord ressemblent plus ou moins à des humains tels qu'on pourrait le devenir d'ici 10 000 ou 1 million d'années. Hein, parce que d'après certains anthropologues comme Michael Masters, l'évolution de l'homme n'est pas finie. On va encore évoluer physiquement. Et ce qui pourrait arriver, c'est par exemple une hypertrophie crânienne. Comme on observe, on pourrait aussi rétrécir et non plus grandir. Et en raison de notre sédentarité, en raison de travail, de métier qui n'exige plus un déplacement. Bon. Et l'absence de contact, l'absence d'intervention dans l'histoire, etc., etc. Donc, d'après les témoignages, pourquoi pas expliquer les ovnis par une manipulation du temps. Et par exemple, une manifestation du futur. Mais ça pose d'autres problèmes. Ça veut dire que le futur existe déjà. Et que le passé existe encore. Donc, il faut redéfinir notre notion du temps. Et de ce côté-là, la physique moderne, tant sur le plan de la relativité générale que de la mécanique quantique, donc tant au niveau de l'infiniment grand que de l'infiniment petit, remet quelque peu en question la notion inébranlable d'irréversibilité du temps. Et notamment, au niveau de l'infiniment petit, il y a Costad-Borgard qui a parlé de causalité rétrograde, c'est-à-dire des particules qui remontent dans le temps. Bon, ça paraît un peu spécial. Mais au niveau de l'infiniment grand, le temps n'est pas le même suivant la gravité des astres. La gravité déforme le temps. Et alors là, je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour expliquer mon histoire.
Mais la gravité depuis Einstein, ce n'est plus une force qu'un astre exerce sur un autre astre, c'est le fait que, par exemple, le Soleil imprime une déformation de l'espace. Et la Terre est prise dans cette déformation. Voilà, il creuse une espèce de trou. Et si la Terre tourne autour du Soleil, c'est parce qu'elle est prise dans la dépression de l'espace-temps creusé par le Soleil. Alors, toutes les étoiles que vous voyez dans une galaxie sont comme le Soleil, ce sont des étoiles ce sont des astres qui consomment du carburant nucléaire. Toutes les secondes, ils transforment de l'hydrogène en hélium, et de cette transformation naît la lumière. Mais à la fin de leur vie, leur vie est d'autant plus courte qu'elles sont massives, à la fin de leur vie, ces étoiles s'écroulent sous l'effet de leur propre gravité. Suis-je clair? Non. Elles s'écroulent sous l'effet de leur propre gravité, et la gravité a tendance à ralentir le cours du temps. Alors, par exemple, vous avez entendu parler des étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, c'est des étoiles mortes qui proviennent de la contraction d'anciennes étoiles. Eh bien, si on avait la possibilité de marcher pendant 1 heure sur une étoile à neutrons, ce qui est impossible parce que la gravité... Enfin, une étoile à neutrons, grosso modo, la densité, c'est à peu près 10 milliards de tonnes au centimètre cube. Donc, vous voyez, c'est... Autant dire que vous seriez complètement aplati si vous pouviez marcher sur une étoile à neutrons. Alors, mais le temps, sur ces astres à très forte gravité, le temps s'écoule très très lentement. C'est-à-dire que si vous aviez la possibilité de marcher sur une étoile à neutrons et de regagner votre vaisseau spatial, il se serait écoulé 10 ans en l'espace d'1 heure. Je dis bien 10 ans en l'espace d'1 heure. Alors là, je dis donc d'après la physique moderne, tant au niveau de la quantique que de la relativité générale, le temps est dépendant de la gravité et de la vitesse. Plus un vaisseau spatial voyage vite dans l'espace, plus le temps ralentit à l'intérieur. C'est l'histoire des jumeaux de Langevin. Et dans mon livre, je parle des fameux trous noirs. Les trous noirs, en fait, qui sont des cadavres d'étoiles, minuscules, c'est minuscule un trou noir, mais la densité est telle qu'ils inversent les propriétés de l'espace et du temps. Le temps devient de l'espace et l'espace du temps. Et donc, si vous aviez la possibilité d'entrer dans un trou noir et d'en sortir, vous en ressortiriez dans une région passée ou future de l'univers. Alors, d'après moi, vraiment, c'est une hypothèse de travail, les ovnis, en fait, ce sont des objets spatiaux, des vaisseaux spatiaux qui auraient envoyé par nos lointains descendants, qui auraient exploité l'énergie du trou noir, qui auraient réussi à exploiter l'énergie du trou noir pour remonter le cours des millénaires. C'est une explication. Alors, en même temps, un voyage dans l'espace, un voyage dans le temps implique aussi un voyage dans l'espace, parce que faut pas s'imaginer la machine à explorer le temps comme celle de Wells. Hein, on reste pas au même endroit. Je veux dire que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Le Soleil tourne autour aussi de la galaxie. Donc, si on restait au même endroit, comme dans la machine de Wells, on se retrouverait dans l'espace intersidéral. Pour retrouver la Terre de Christophe Colomb, de 1492, le moment où Christophe Colomb est arrivé avec ses caravelles au large de l'île de San Salvador, eh bien, pour retrouver cette Terre de 1492, il faudra franchir environ 15 années-lumière, parce que la Terre s'est beaucoup déplacée depuis, avec le Soleil et la galaxie. Donc, voyager dans le temps, ça nécessite quand même un déplacement dans l'espace. Est-ce que je suis clair dans mes explications ? Alors moi, d'après ce que j'ai compris, Egon, je ne sais pas si vous avez compris, moi d'après ce que j'ai compris, c'est que, en même temps j'ai lu le livre, donc c'est qu'en fait, ces êtres venus du futur auraient trouvé la manière de percer le trou noir, en fait. Oui. Chose que tous les scientifiques, tous se sont intéressés à ces fameux trous noirs et on nous dit qu'une fois entré dedans, on ne peut plus y ressortir. Évidemment, là, pour l'instant. Là, je schématise avec. Je ne suis pas scientifique, donc. Non. Moi, je suis historien en plus, attention. Mais là, je dis, l'existence des trous noirs, c'est pas remis en question. L'existence des trous noirs, pas du tout. Les cadavres d'étoiles, ce sont des anciennes étoiles massives qui se sont effondrées après l'épuisement des ressources nucléaires, du carburant nucléaire, de l'hydrogène, de l'hélium, etc. L'étoile s'est écroulée sous l'effet de sa propre masse, sous l'effet de son propre poids, pourrait-on dire.
Mais le trou noir, quand même, c'est quelque chose qui... Il y a un film comme ça, mais je me souviens voilà. plus, oh là là. Par exemple, Il y a le... oui, si la Terre avait la masse d'un trou noir, elle serait pas plus grosse qu'une bille. C'est-à-dire qu'un trou noir de la taille d'un ballon de foot pourrait déchiqueter complètement notre planète. Et on ne pourrait pas le voir arriver en plus. Voilà. Ces effets gravitationnels se produiraient au tout dernier moment. Donc, alors, voilà, donc je dis tout simplement, les machines à explorer le temps, elles existent déjà dans notre univers, dans notre galaxie. Des trous noirs, il y en a des millions dans notre seule galaxie. Mais des millions non détectés encore, puisqu'ils sont noirs, ils sont invisibles, puisqu'ils retiennent la lumière. La lumière ne peut pas s'en échapper parce que leur gravité est si forte que la vitesse de libération de l'objet est supérieure à celle de la lumière. Alors, donc, on peut pas les voir directement, mais on les voit indirectement lorsqu'ils aspirent la matière de l'étoile qui tourne autour. Parce que généralement, l'étoile la plus massive est morte la première, c'est ce qu'on appelle, c'est une espèce de justice cosmique, ce sont les plus grosses qui meurent les premières. Voilà. Et parce qu'elles dévorent beaucoup plus vite, rapidement leur carburant. Et donc, des trous noirs, il en existe une quantité industrielle. Ça, mais faut aller les chercher et il faut faire en sorte aussi de ne pas tomber dedans. Donc, il faudrait faire en sorte de s'en approcher pour en subir les effets gravitationnels et en ressortir, quoi. Alors, ce sera peut-être, pour l'instant, c'est impossible, ce que je raconte. Là, c'est bien au-delà de notre technologie. Mais j'imagine, alors comment ces ovnis remontent-ils le cours du temps? Alors c'est pour ça, j'essaie de trouver une explication. Donc l'utilisation des trous noirs à des fins temporelles, pourquoi pas? Maintenant, il y a peut-être d'autres moyens de remonter le cours du temps. Mais voilà, donc c'est une hypothèse de travail, je n'ai aucune certitude là-dessus, je me dis tout simplement que ça ne m'étonnerait pas, si tant est qu'il faille expliquer les ovnis autrement que par l'hypothèse extraterrestre. Mais évidemment, c'est une hypothèse encore plus fantastique que l'hypothèse extraterrestre, et en même temps qui nous rassure, parce qu'on se dit on sera encore là, s'il s'agit de nous, on sera encore là d'ici 10 000 ans. D'ailleurs, les êtres qu'on voit à bord ne sont pas forcément des humains, mais peut-être des robots envoyés par des humains. Aussi. Il faut savoir aussi que c'est peut-être pas des êtres faits de chair et de sang. Voilà. Alors là, on va encore plus loin. Oui. Et puis aussi, on va encore plus loin dans la science-fiction. Egon, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie que ce seraient donc des êtres qui viendraient, des êtres peut-être humains augmentés, qui viendraient du futur et... Moi, je pense que en l'état actuel de nos connaissances, toutes les théories, toutes les hypothèses sont bienvenues. Donc, moi, j'écoute avec gourmandise et puis voilà. Mais... Je vous vois, vous êtes fasciné là. Non, interrogateur. Comment? Tu es interrogateur plutôt? Non, je suis pas du tout, pas du tout. J'écoute, j'aime beaucoup. Je suis gourmand, très gourmand de toujours. Je voulais dire aussi. Vas-y. Non, parce que je voulais dire aussi, quand on parle d'extraterrestres aussi, si l'homme est capable de remonter le cours du temps d'ici le 30e siècle, admettons le 30e siècle, d'ici là, l'homme aura aussi colonisé d'autres mondes. C'est-à-dire que nous serons bientôt nos propres extraterrestres, pourrait-on dire, ou des extraterrestres extra, si vous voulez. Mais au XXe siècle, au XXVIIe siècle, on aura peut-être colonisé les planètes qui entourent Tau Eridani, l'étoile du Barnard, Alpha du Centaure, etc. Donc, on peut aussi imaginer que ces extraterrestres, en fait, ce soient nos lointains descendants. Ce seraient des extraterrestres humains. Mais donc, voilà, c'est parce qu'entre-temps, l'homme, dans notre ADN, c'est de découvrir toujours aller plus loin. Moi, j'ai fait une biographie sur Elon Musk. Musk, il veut transporter, pour la survie de l'humanité, toute l'humanité sur Mars, ou presque, et même au-delà. Mais le transhumanisme, il dit que pour que l'humanité survive, il faut d'autres mondes. Le monde sera extraplanétaire ou ne sera pas, dit-il. Bon, et donc, et par conséquent, la découverte, les explorations, autrefois au XIIIe siècle, c'était les grands navigateurs. Au XXIe siècle, eh bien, ça va être des grands explorateurs de l'espace. On va découvrir d'autres Amériques spatiales, vraisemblablement. Le progrès de l'humanité, on n'en est qu'au tout début de l'histoire de la conquête spatiale. Elle est partie en 57. Elle a
à peine 70 ans à la conquête spatiale, depuis le premier Spoutnik. On vit encore dans la préhistoire de la conquête spatiale. Il y a encore des tas de siècles qui, si jamais, bien sûr, qu'il n'y a pas de guerre nucléaire, mais des tas de siècles qui nous attendent. Voilà, et l'humanité a encore des très beaux jours, des très belles découvertes à faire. Il y a quelqu'un qui disait, Konstantin Chomsky, je crois, un astronome, la Terre est le berceau de l'humanité, on ne peut pas rester éternellement dans un berceau. Voilà. Eh bien, pour moi, donc, de toute façon, l'homme est amené à conquérir et à découvrir et à coloniser, entre guillemets, parce que ce terme, faut faire attention, à s'implanter, en tout cas, sur d'autres mondes. Et de toute façon, et le temps, Einstein, enfin, Jules Verne disait aussi, tout ce que les hommes ont réalisé, ont imaginé, d'autres le réaliseront un jour. Le voyage dans le temps, c'est le dernier rêve de l'humanité. C'est le dernier temps de l'imaginaire. Et le jour où on maîtrisera le temps, on deviendra immortel. Et l'homme peut devenir immortel. Et ça, et ce jour-là, d'ailleurs, l'homme, ou plutôt l'équipe scientifique qui réussira à maîtriser le voyage dans le temps, ce que j'appelle la chrononautique dans mon livre, eh bien, ne confiera pas sur sa découverte. Ça restera secret, évidemment, parce que ça a trop d'implications. Imaginez quelqu'un qui vole cette machine à explorer le temps, qui pourrait modifier le cours de l'histoire si tant est qu'elle puisse être modifiée. Mais revoir des grandes civilisations du passé, revoir la Carthage antique ou la Rome antique, ou découvrir le futur aussi, ça, tout, et même retrouver des êtres qui ont disparu. Chaque homme, chaque femme a ce rêve en lui. Je veux dire que le voyage dans le temps, ça habite chacun d'entre nous. Et c'est le thème favori des auteurs de science-fiction. D'ailleurs, moi, si je me suis intéressé à la science-fiction autrefois, c'est grâce ou à cause du voyage dans le temps. Pour moi, c'est beaucoup plus fascinant comme thème que le voyage dans l'espace, ou tout au moins tout autant. Bon. Mais le temps, le jour où on manipule le temps, on devient maître de l'univers, quoi. Donc, je suppose que beaucoup de laboratoires travaillent sur ce sujet, et qu'un jour ou l'autre, ça se réalisera. Et si c'est un jour ou l'autre, ça se réalise, la plus grande manifestation de cette manipulation du temps, c'est l'OVNI. Et voilà pourquoi on ne saura pas la vérité. Alors moi, je vous dis, quand vous me parlez de ça, je vous assure que ça m'enchante pas de savoir que des gens travaillent sur la manipulation du temps et que l'homme rêve d'être immortel. Je vous le dis, moi, ça remet en question toutes les lois de l'univers, en tout cas dans ma conception des choses. Je vais un peu loin, mais voilà, je dis pourquoi pas. Egon, j'aimerais bien vous entendre sur ce point-là. Non, j'écoute avec attention. Je suis hélas beaucoup moins optimiste que Luc. D'abord, je pense que tout est impermanent, donc je ne crois pas à l'éternité, à la pérennité. Je pense que cette vérité du Bouddha, 6 ans avant ce Jésus de Nazareth, était d'une grande intelligence et d'une grande clarté. La première vérité du Bouddha, c'est tout est impermanent. Ce qui est là aujourd'hui ne sera pas là demain. Ah oui. Donc, je pense que de toute façon, j'avais entendu Hubert Reeves un jour qui parlait, d'ailleurs ça avait un peu consterné tout le monde, et j'avais trouvé ça très intéressant. Il disait qu'il pensait que toutes les espèces sur cette planète, de toute façon, portaient leur fin. De toute façon, on a vu les grands sauriens, etc. Donc, je pense que de toute façon, à un moment donné, il faudra tirer notre révérence. Et je pense, enfin, je suis pas du tout aussi optimiste en me disant on va coloniser les planètes, on va vivre éternellement, etc. Et puis moi personnellement, alors ça c'est personnel, je ne vois pas l'intérêt ni l'utilité. Je pense que on a chacun son chemin à faire et autant le faire avec toute la force et la bonté et l'amour possible. Et puis après, de toute façon, il faut laisser la place. Et voilà, j'ai pas du tout ce regard sur je m'accroche, je veux machin, je voudrais que l'homme machin. Non, mais moi j'ai un petit côté musquien, mais bon. C'est bien, j'adore. J'écoute, comme je dis, j'écoute avec gourmandise, mais voilà. Cela étant, quand tu nous compares aux autres espèces qui ont disparu, là, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vrai, sur Terre, il y a déjà eu 5 grandes extinctions massives. La dernière, c'était suite à une météorite, mais les dinosaures n'avaient pas de programme spatial, donc ils ont disparu.
n'est-ce pas, il y a 65 millions d'années. Mais nous, contrairement aux autres espèces qui ont disparu, nous savons que nous pouvons disparaître. Et on a créé des... Est-ce que les autres ne savaient pas? Pourquoi toujours se dire les animaux ne savent pas, les sauriens, ils n'ont pas conscience du futur. On a chacun notre mesure et qu'elle peut être extrêmement étonnante. On serait peut-être très étonné d'avoir la possibilité de se mettre dans la tête d'un grand saurien, d'une baleine, d'un papillon, d'une girafe réticulée, etc. Donc on a toujours ce côté, oui, ils savent pas. Je suis pas certain. Je suis pas certain. Il y a certaines choses beaucoup mieux. Ah oui, mais je suis bien d'accord. Mais au niveau des réalisations technologiques, je veux dire, les dinosaures en 200 millions d'années, ils n'ont pas su créer quoi que ce soit, pas un seul café, un troquet. Enfin, mais est-ce que c'est pas une forme plutôt d'intelligence? De ne rien créer. Je pose la question là, je fais l'avocat du diable. Vu que notre technologie, pour l'instant, vu ce qu'on est en train de faire de notre planète avec la technologie, peut-être qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Hein, et peut-être que les animaux qui vivaient à la mesure absolument de leur biotope, sans rien abîmer, etc., avaient peut-être beaucoup plus d'intelligence que ce qu'on appelle notre intelligence à nous. C'est une question de mots. C'est un vaste débat. Je sais que... Et moi, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, du 21e siècle, serait capable de reconstruire les pyramides d'Égypte, par exemple? Ah, mais ça, c'est autre chose. D'ailleurs, les pyramides d'Égypte ont été construites par des hommes. Je tiens quand même. Moi, je pense que l'homme moderne... Ah, vous avez bien senti ma question, là. Je pense que l'homme moderne est beaucoup plus démuni qu'il y a beaucoup d'années. À l'époque, il fallait vivre, il fallait se débrouiller à la campagne, on savait planter, on savait faire plein de choses. Aujourd'hui, comme on est assisté, comme la société nous assiste, nous avons l'impression d'être beaucoup plus évolués, mais nous sommes extrêmement démunis. Vous transporteriez un enfant de 14 ans, là, par exemple, au XVIIIe siècle, ne serait-ce qu'au XVIIIe, il serait complètement perdu et mourrait de faim au bout de 3 jours. Non, on ne pourrait pas du tout s'adapter aux époques antérieures. Non, on est complètement assisté, on est complètement entouré d'objets technologiques. Alors, on a des objets magnifiques, on a des portables d'un ordinateur. Là, on est en train de se regarder avec une webcam, c'est absolument magnifique, mais est-ce qu'on est capable, nous, de le créer? Absolument pas. Donc, c'est un assistant. Les dinosaures ne faisaient pas de conférences, maintenant. Je pense pas. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de faire une conférence? Ben oui, chacun était dans son coin. Voilà, il pense. Non, mais je crois que chacun sa mesure. Et c'est la mesure d'une fourmi, la mesure d'un dinosaure, la mesure d'une plante, c'est sa mesure. Pourquoi veut-on toujours imposer ce que l'on est, ce que l'on veut? Je crois que... Enfin, je sais pas. Moi, j'essaie d'aborder la vie, le phénomène de la vie avec beaucoup, beaucoup d'humilité. C'est-à-dire, chaque chose a une fonction et chaque chose est magnifique et chaque chose est magique. Et c'est pas parce que un animal ne construit pas un aéronef que il est. On va pas parler d'intelligence animale. On va pas parler d'intelligence animale. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'expansion de l'humanité, c'est dans son ADN. C'est ce que je voulais dire, c'est que ça a toujours été dans son ADN depuis que l'humanité existe. Elle a toujours voulu aller plus loin, élargir son espace vital. Pas qu'il faudrait que je bannisse l'expression espace vital parce que c'est une connotation national-socialiste de l'Allemagne des années 30. Bon, mais je veux dire que on est amené, la découverte de monde inconnu, c'est un des moteurs de notre activité, je veux dire. Moi, ce qui me fascine le plus, justement, derrière l'OVNI, c'est cet inconnu. C'est la nature et cet inconnu. Bon, voilà. Et je mourrais peut-être sans savoir ce qu'était cet inconnu. Enfin... Oui, mais au moins, Luc, tu te seras interrogé, tu auras créé des hypothèses, tu auras réenchanté aussi ton quotidien quelque part, c'est-à-dire... et ça, c'est extrêmement important. Je pense que c'est extrêmement important. Mais sinon, mon hypothèse du voyage dans le temps, tu la trouves crédible? Absolument. Tout à fait. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Et bien sûr.
Mais tu sais, les hypothèses pour l'instant, la première hypothèse extraterrestre, je peux la trouver crédible. Et hypothèse interdimensionnelle viendrait d'une autre dimension, pourquoi pas. Voyageur du temps, pourquoi pas. Oui, c'est ça. Métasystème, comme l'hypothèse de Jacques Vallée qui nous manipule depuis extrêmement longtemps, pourquoi pas. Je dirais à l'échelle du cosmos, J'ai ni l'ambition, ni la possibilité aujourd'hui de dire c'est ça et c'est ça. Ah non, je m'en garderai bien, vraiment. Mais bien sûr, tu sais, comme disaient les philosophes, comme disait ce bon Socrate, l'important c'est le débat. Et je pense que nous sommes tous des petits silex, et à force de se frotter les uns aux autres, on crée des petites étincelles qui vont vers la lumière. Et c'est ça qui est important. Bien. Mais j'aimerais revenir sur un point. Quand vous dites, Luc, que les ovnis n'ont pas de contact avec nous, avec les êtres humains lorsqu'ils apparaissent, qu'il n'y a pas non plus de combat, ils n'entrent pas dans une confrontation directe. On a vu à travers plusieurs témoignages tout de même, et ça c'est relaté dans la trilogie d'Egon, que tout de même il y a des contacts avec les êtres humains. Il y a eu aussi des cas d'abduction aussi qui ont été relatés. Alors moi j'ai rencontré deux personnes qui m'ont témoigné de cas d'abduction. Ce sont des voyageurs, des personnes qui font le voyage astral, qui pratiquent le voyage astral et qui ont alors ils m'ont bien précisé ce qu'ils avaient subi. Donc quelque part il y a contact, la directe. Il y a eu des contacts extrêmement intéressants qui paraissent aussi absurdes, mais il y a eu des échanges. Regardez le cas de Zimbabwe, par exemple, de l'école Ariel en Afrique, où des enfants se sont retrouvés face à un vaisseau, et les enfants disent que dans le regard de ces créatures qui sont descendues, ces yeux en amande noire, ils ont découvert des tas de choses. C'est très très troublant. Une toute petite fille prend conscience à ce moment-là qu'on est en train de détruire la planète. Elle rentre chez elle, elle est complètement retournée. Et quand John Mack, qui était un psychiatre, éminent psychiatre de Harvard, a enquêté ce cas, il disait, ce qui est incroyable, c'est que du jour au lendemain, enfin, après cette observation, elle a été consciente de tas de choses. Jusque-là, elle ne l'était pas. Donc, il y a des contacts. Alors, Schirmer, qui est un policier de 22 ans, se retrouve face à des tas d'entités. Il va y avoir un long dialogue. Betty et Barney, le premier cas 1961, d'enlèvement, on découvre les abductions. Et ça peut t'intéresser, ça, Luc, parce que je ne sais pas si tu connais vraiment le cas, mais donc ils se retrouvent, Betty et Barney, qui sont un couple, ils sont partis en vacances, ils reviennent de vacances, ils sont très contents, et arrivés au niveau d'un mont qui s'appelle Indian Head, comme ça, ils voient un vaisseau, et puis d'un seul coup, c'est fondu au noir, et quand ils vont reprendre connaissance, ils sont au volant de leur voiture à des kilomètres de là, donc ils comprennent pas ce qui s'est passé. Et puis tout doucement, ils vont être hantés par des visions, par des souvenirs qui vont remonter. Et puis il me semble que Luc raconte cette histoire aussi dans son livre. Il me semble, non? Ou c'est pas ce couple? Si, c'est ce couple, hein. Oui, c'est ultra connu. Qui est connu. Voilà, bah oui. Qui corrobore justement l'histoire, enfin ce que disait Luc. C'est pour ça, c'est qu'il y a eu un très beau dialogue avec ces créatures, et notamment, il y a une anecdote que j'adore. Ils se sont rendus compte que Barney portait un dentier. Et ils sont très très étonnés en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Betty qui leur dit bah oui, vous savez, quand on vieillit, les dents s'usent parfois, donc on porte des fausses dents avec l'âge. Et il dit c'est quoi l'âge? Alors elle essaie d'expliquer, bah c'est quand on a 70 ans, 80 ans, c'est quoi les ans? En fait, ce qui est très très étonnant, c'est que dans ce dialogue, ils n'étaient pas du tout conscients de notre concept du temps, de l'âge et des années. Donc oui, je racontais cette anecdote, mais j'ai pas mal d'anecdotes de contacts avec des échanges. Mais là, je fais bien parce que ça rejoint les histoires de temps, c'est notre vision du temps peut-être tu connais l'anecdote du caporal Valdez lorsqu'il a été enlevé avec
et sa montre indique, le daté de sa montre indiquait 5 jours de plus. Enfin, c'était peut-être un autre problème. Mais moi, quand je parle de contact, je parle pas de contact personnel avec un couple, une personne isolée ou quelques soldats ici et là. Non, je parle de contact avec notre civilisation. C'est-à-dire qu'il n'y aurait jamais eu de contact, jamais un ovni, par exemple, n'a atterri sur la place de la Concorde ou dans une ville. Il n'essaie pas, il n'essaie pas d'entrer en contact avec. Quand on observe les fourmis, est-ce qu'on a un contact avec elles? Mais non, justement. Non. Mais en même temps, alors. Imaginons que ce soit vraiment des créatures exogènes très évoluées, peut-être que nous sommes des fourmis. Ah oui, oui. Alors, vous connaissez sans doute Jean-Pierre Petit. Vous connaissez sans doute Jean-Pierre Petit. Jean-Pierre Petit dit. J'adore Jean-Pierre, c'est il dit qu'ils essayent d'entrer en contact avec nous. Ah bah, pour lui, c'est pas à remettre en question. Pour lui, ils essayent fortement d'entrer en contact et ils ont été en contact avec les plus hauts placés. Jean-Pierre est quelqu'un de passionnant. J'adore discuter avec Jean-Pierre. Ah oui. Absolument, il a ses théories, il les défend avec beaucoup de virtuosité. De toute façon, il y a mille façons d'appréhender ce phénomène et ces apparitions de créatures. Il y a mille façons. Là, celle de Luc est passionnante, hein, mais il y en a des tas d'autres pour l'instant, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est de toute façon, en échangeant, ce que je disais tout à l'heure, c'est en échangeant, en débattant, que peut-être à un moment donné, une petite étincelle va nous éclairer, et peut-être que trouver aussi, moi ce que j'essaie de faire avec humilité et mes petits bras vraiment, c'est aussi sur tous ces récits, parce que j'en ai des stocks, essayer de trouver des constantes sérielles, c'est-à-dire que ce qui paraît absurde, au bout d'un moment on se dit tiens c'est marrant parce que là il y a des choses qui se reproduisent, là il y a quelque chose de commun, là mais en tout cas, ça reste une grande inconnue encore. On s'aperçoit que là, en 2025, ça reste encore une grande inconnue. Ça reste une quête absolument magnifique. On a besoin de l'inconnu. C'est l'inconnu qui nous a fait évoluer, Kate. Oui. La science, c'est simplement essayer de résoudre des équations inconnues, essayer de comprendre ce qu'il y a dans un phénomène qu'on n'appréhende pas. Nous avons extrêmement besoin d'inconnu. Extrêmement. Ah ben Est-ce que l'ufologie a besoin de mystère. C'est sûr, l'homme a besoin de mystère. Ouais. Est-ce que l'ufologie aussi, ça signifie effacer toute rationalité, en fait? Pas du tout. Vraiment non, au contraire. C'est moi je dis l'ufologie, c'est faire de la philosophie. On est philosophe. Oui. Là, on est en train de faire de la philosophie. Alors, la philosophie, c'est pas très rationnel non plus, non? Egon. C'est quand même magnifique. L'ufologie, c'est le seul grand mystère. C'est le seul je pense donc je suis, c'est-à-dire nous sommes on existe parce qu'on pense. Donc la philosophie, c'est notre exercice principal, c'est penser. La philosophie, c'est rien d'autre que penser. Vous savez, qu'est-ce qu'un philosophe? Un philosophe, c'est un enfant. Hein, le problème, c'est que beaucoup d'adultes regardent le monde comme une évidence, regardent le monde comme une évidence, comme quelque chose, comme une banalité. Regardez les enfants. Un enfant, du berceau à l'apprentissage du langage, tout ce qu'il voit, il s'extasie. Un papillon, il s'extasie. Un chien, il s'extasie. Un chat, il s'extasie. Ben, nous, on fait les mêmes choses. Donc, on fait de la philosophie. C'est ça, faire de la philosophie, c'est rien d'autre. C'est poser un regard neuf sur ce qui nous entoure, toujours neuf, ne pas être blasé. Et là, on est face à un phénomène, alors on se dit, il y a mille façons de l'appréhender, soit on se dit, bon, c'est ridicule, c'est des calembredaines, soit on se dit, soit on retrouve son âme d'enfant aussi, et son âme de philosophe, et on essaie, on retrouve ses manches, et on essaie de comprendre. Je dis tout le temps, pour appréhender ce dossier, il faut garder sa capacité d'émerveillement intacte. Absolument. Ouais. Il faut être un enfant. Si on ne l'a pas, c'est dommage. C'est vraiment. D'ailleurs, c'est un peu le cas d'Elon Musk. C'est un enfant dans un corps d'homme. Oui. Mais tous les savants. Je lisais une biographie de Marie Curie dernièrement, et ce qui est génial, Marie Curie disait, les gens. Il y a cette phrase qui est géniale. Les gens s'imaginent que nous sommes des personnes extrêmement sérieuses dans notre laboratoire, penchées sur des microscopes. En fait, nous sommes des enfants et nous jouons. Oui. Marie Curie.
Il faut avoir cette capacité de s'émerveiller toujours. Et il faut toujours s'émerveiller. Voilà. Moi, j'essaie de garder l'enfant en moi intact. Et Je sais rêver. qu'il est intact, hein. Je sais qu'il est là, il me pose beaucoup de problèmes d'ailleurs. Comme Mais disait Laurent Roosevelt, le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Voilà, c'est ça. bien sûr, bien sûr. Mais On a extrêmement et, besoin de ça. Et et puis c'est un sujet absolument magnifique qui nous réenchante. oui. Non, Et les ovnis, c'est le on nous mariage. propose aujourd'hui d'une tristesse et d'un gris abyssal. Enfin, je sais pas. Moi, heureusement qu'il y a les ovnis. La musique et les ovnis, et je fais des escapades buissonnières absolument magnifiques, et je les revendique. Enfin, les ovnis, c'est l'heureux Oui. mariage entre la science, la philosophie et la science-fiction. Je veux dire, Mais absolument. voilà, voilà. Absolument. C'est de dire que tout Ce dossier des ovnis est un dossier extrêmement protéiforme, c'est-à-dire il est transversal parce que se pencher, essayer de se pencher de façon un petit peu pragmatique et réfléchie sur le dossier, il faut aborder la géopolitique, il faut aborder la théologie, il faut aborder la physique, il faut aborder la chimie, il faut aborder l'astrophysique, il faut aborder beaucoup de choses. Hein. C'est pas non plus de tout repos, c'est pas aussi simple que ça. Il faut être universel, s'intéresser à tous les sujets. Et- C'est ça qui est bien avec l'ufologie. Et quelle théorie à propos des ovnis vous irrisse? Voilà, vraiment vous vous dites là ça va trop loin. Ah non, alors. Est-ce qu'il y a une théorie, et là je vous pose la question à chacun, est-ce qu'il y a une théorie qui là vous dit ah non, là ça va trop loin? Il y a deux écueils à éviter lorsqu'on parle des ovnis. Il y a ou ceux qui gobent tout, ce que j'appelle les aliens maniaques, qui voient des aliens, des extraterrestres partout. Par exemple, la théorie des anciens astronautes de Daniken va dire que, par exemple, les pistes de Nazca, que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Alors ça, je rejette en bloc. Et l'autre écueil, ce sont les ufosceptiques qui ne croient en rien. Hein, tout le moment qu'ils n'ont pas vu, ils ne croient en rien. Alors moi, je me situe entre les deux. Je vois pas des aliens partout. Hein, je vois pas des ovnis partout. Et alors, la théorie, oui, c'est-à-dire que oui, ceux qui pensent comme les Raéliens, par exemple, pour moi, Raël, eh bien, c'est quelqu'un qui fait du tort au monde ufologique. C'est la quintessence de l'absurdité. Il y a des gens pour le croire. Bon. Moi-même, j'ai été en contact avec lui quand j'avais 16 ans, au lendemain de son passage dans les dossiers de l'écran. Je l'avais vu au drugstore Publicis sur les Champs-Élysées. Il m'avait appelé comme ça pour expliquer sa croix des deux infinis et tout. Mais bon, des personnages comme ça, à cause de personnages comme ça, enfin, je veux dire, l'ufologie est tournée en ridicule avec lui, avec sa combinaison spatiale, etc. Donc, l'ufologie, c'est quelque chose de sérieux, avec lequel on peut s'amuser. Mais ceux qui font des sectes et qui construisent des maisons pour des Elohim, là, il a prétendu quand même avoir mangé, avoir dîné avec Moïse, Mahomet et Jésus-Christ autour d'une table sur une planète située autour d'Alpha du Centaure. D'ailleurs, autour d'Alpha du Centaure, on n'a toujours pas détecté de planète. Entre parenthèses. Mais voilà, ce sont ces gens-là qui m'agacent. Ce que j'appelle les aliens maniaques. Voilà. Mais sinon, pour moi, les ovnis, c'est quelque chose de sérieux. Même si demain on me disait que ça n'existe pas, au moins, on se pose des questions avec les ovnis. C'est un phénomène multiforme qu'on peut aborder sous tous les angles, philosophique, scientifique, historique. Voilà. Bon, pourquoi a-t-on observé des lumières bizarres, des soleils nocturnes, des boucliers ardents, des chapeaux volants, comme cela, tout au long de notre histoire? Pourquoi y a-t-il eu toujours ces phénomènes, ou c'est les chariots de feu, autrefois, de la Bible? Voilà. Mais il faut pas voir comment dire, des êtres surnaturels partout, quoi. Et pour vous, Egon, alors, quelles sont les théories, ou la théorie, hein, d'ailleurs, la plus absurde ou les plus absurdes? Je rejoins Luc, ce qui me rend triste, c'est lorsque c'est utilisé à des fins malveillantes. C'est-à-dire dépouiller les gens, enfin bon, avoir une mainmise sur les gens, etc. Donc ce qui me fait extrêmement peur, ce sont les dérives. Hein, les ufologues gourouisants, je dirais, voilà, qui sont des gourous. Après le reste, je pense que
chacun a le droit de croire ce qu'il veut, sauf que ce que je répète tout le temps, c'est que s'intéresser aux ovnis, il faut absolument éviter l'écueil de la croyance. Nous ne sommes pas en religion, donc Non, souvent pas on me du tout. demande, on me dit ah Egon, mais enfin, vous y croyez? Bah, je dis non, je n'y crois pas parce qu'on n'est pas en religion. Voilà, c'est ce Bien que je disais au fait, départ. je fouille les dossiers, mais nous ne sommes ni dans un temple, ni dans une synagogue, ni dans une cathédrale, donc la Il faut foi mettre est de côté le mot croyance. une chose absolument respectable, mais là, en ce qui concerne le dossier, donc ma conclusion, c'est toujours croire ou non aux ovnis ne change rien à la réalité du phénomène. Et C'est ça. quelle est sa nature intrinsèque? C'est la grande question. Tout à fait d'accord. Donc, il faut bannir le terme croyance. Voilà, ils sont. La question, c'est de savoir, comme je disais tout à l'heure, ce qu'ils sont. Point barre. Absolument, oui, tu as raison. Mais officiellement, c'est d'ailleurs c'est ce que je disais, je expliquais. Aujourd'hui, Quand je dis qu'ils sont, quand je dis ils existent, le phénomène est là. Aujourd'hui, c'est ça, le voilà. phénomène est là. Quand on voit même Barack Obama, l'ancien président, qui se retrouve sur CNN et qui dit oui, effectivement, il y a des objets dans notre ciel dont on ne comprend pas les moyens de propulsion, ni les trajectoires, qui ont une manœuvrabilité qu'on ne comprend pas, etc. Donc, ce phénomène est là. Mais quelle est sa nature? On l'a vu avec les vidéos de 2004, ce célèbre tic-tac. C'est le fameux Nimitz, incident Nimitz, dont je parle beaucoup dans mon livre d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est le phénomène, c'est l'observation la plus crédible en matière d'ufologie. Ce contact entre deux F-18 et un ovni de la taille d'un tic-tac, il n'y avait aucun hublot, aucun empennage, aucun aileron, et qui a défrayé la chronique et qui à leur approche s'est éloigné, puis a démarré brutalement à une vitesse. Et puis une manœuvrabilité absolument incroyable. Et puis David Fravor, qui était aux commandes d'un Super Hornet, le premier à l'avoir vu, explique que quand il a aperçu, à un moment donné, il voit un bouillonnement, l'océan qui bouillonne, comme ça. Donc il était je ne sais plus à combien, à 6000 mètres d'altitude, je crois. Il est descendu, et au moment où il est descendu, et au moment où il est descendu, l'objet s'est retourné vers lui, et Fravor dit, c'est fou, il a anticipé, cet objet a anticipé mes manœuvres, donc c'était pas adoré ce qu'a dit David Fravor. A été auditionné au Congrès, et il a dit, vous savez, à l'époque où j'ai vu cet objet, je suis persuadé qu'on ne maîtrisait pas cette technologie. Aujourd'hui, je vous parle et je pense qu'on ne la maîtrise pas, et je pense que dans 20 ans, on ne la maîtrisera pas. J'ai trouvé ça très intéressant de la part d'un pilote émérite qui sont des ingénieurs, parce que les pilotes, une grande partie des pilotes aux États-Unis. On l'a pas su dès 2004, ça n'a pas été révélé dès 2004, mais bien après. Comment? Ça n'a pas été révélé dès 2004, cette rencontre oui, ça a été filmé en novembre 2004, face à San Diego, en fait. Mais c'est suite, ça a été divulgué suite au papier du New York Times, signé par Leslie Kean, Helen Cooper. Là, c'est un témoignage fiable. 4 pilotes. Mais on parlait tout à l'heure, Kate demandait s'il y avait beaucoup d'observations. À cette même séance publique du Sénat, il y avait un autre militaire qui s'appelle David Graves. David Graves a raconté, lui, alors de l'autre côté, Fravor c'était du côté Pacifique, et du côté Atlantique, David Graves a raconté que lui, pendant près de 2 ans, les pilotes voyaient ces objets quotidiennement. Absolument quotidiennement. Il raconte un épisode absolument incroyable où il y avait 2 pilotes s'entraînaient, en fait, donc un qui dirigeait puis un ailier qui suivait, et à un moment donné il y a un ovni, un objet volant non identifié, qui est passé entre les deux. Ils ont eu extrêmement peur, et cet objet était en fait une boule translucide dans lequel il y avait un cube qui réfléchissait la lumière. De façon aéronautique, c'est absurde. En tout cas, ils l'ont vu.
Donc voilà, ça pose question, les questions s'amoncellent et c'est un bonheur, comme ça on peut pétrir cette pâte magnifique. Là, c'est pas un témoignage Bien sûr. d'ivrogne ou d'arrière mental. Bien sûr que ça pose question. Plus de manière quotidienne, on se dit, mais à quel but? Quel est l'objectif, en fait, de se montrer quotidiennement? Alors, on n'a pas parlé aussi, je sais pas, je pense que Luc, on peut trouver des termes, on peut poser des tas d'hypothèses. Est-ce qu'ils nous surveillent, par exemple? Oui, je sais pas. Oui, ils nous protègent aussi. Est-ce qu'ils nous protègent? Est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, ils nous ont protégés, par exemple, pendant la bombe atomique Non, ils sont là. Non. Ils sont là de la Seconde Guerre mondiale. C'était des espèces de sphères qui suivaient les avions. Les fighters, oui. C'est ça. De la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que jamais penser un peu à ces fighters, mais plus sophistiqués. Peut-être que ce sont des mouchards ou des choses qui nous observent. Imaginons qu'on aille demain aux abords d'une planète peuplée avec des formes de vie absolument différentes, mais fascinantes. On ferait la même chose. Soit on se jette, comme on a fait avec les Amérindiens de façon absolument immonde en 1492, inexcusable. Soit on essaye de les observer, voilà, en prenant du recul. Mais ce qui est certain, qu'ils sont très intéressés par nos bases militaires et nucléaires, ça c'est sûr, et en même temps ils n'interviennent pas véritablement, mais ils n'ont jamais changé le cours de l'histoire en fait. Par exemple, la bombe atomique, ils l'ont pas empêchée en 1945. Sur Hiroshima. Ils l'ont pas empêché, mais est-ce qu'ils auraient atténué les effets? C'était ça ma question. Est-ce qu'ils auraient atténué les effets? J'en sais rien. Ça, pas vraiment, vu les dégâts. En tout cas, ça aurait pu être. Ils ont fait une chose absolument incroyable, c'est qu'ils ont désigné tous les endroits stratégiques, toutes les bases militaires nord-américaines clandestines à l'époque qui étaient liées au nucléaire. Ils ont désactivé certains missiles, notamment en 67, la Mastron. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer Robert Salas qui m'a raconté cet épisode absolument incroyable. Mais en 1967, ils n'ont pas récidivé, je veux dire. Mais ils montraient, c'est-à-dire, ça c'est officiel et c'est concret. Dès 1945, l'armée est en état de panique, vraiment, parce qu'ils se rendent compte que leurs bases sont survolées, ils appellent ça des aérolithes à l'époque. Des aérolithes, des choses. Donc ils vont demander à un astrophysicien émérite qui s'appelle Lincoln Laplace de mener une enquête, et Lincoln Laplace va rendre, en 1950, je crois, 1949 ou 1950, il va rendre son rapport, le rapport Laplace. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce rapport? C'est-à-dire que n'importe quel belligérant de l'époque qui avait ce rapport en main, moi je le fais parfois lors de mes conférences, on met une carte des États-Unis, on prend des punaises et on montre là où les aérolithes se manifestent. C'est Roswell où il y avait la base des bombardiers, c'est Killing, c'est Alamogordo, c'est tous les endroits stratégiques américains liés au nucléaire. Pourquoi désigner ça? Est-il eu la même chose en URSS? Est-il eu la même chose en URSS? C'est une réalité. On le dit. Alors, l'URSS, c'est beaucoup plus difficile parce qu'une partie des documents du KGB, là, le rapport Laplace, maintenant, grâce à la loi de libération de l'information, on a pu la voir et voir que c'était intéressant de voir qu'en 50, on avait absolument tous les endroits. Ces phénomènes désignés. On sait qu'une grande partie des centrales aux États-Unis et même chez nous ont été survolées par des drovnis. Par des drones, on ne sait pas. Il y a un tropisme évident, en tout cas, entre le nucléaire et ces phénomènes. Alors, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas on peut le remarquer. Enfin, a priori, ils agissent plus en protecteurs qu'en envahisseurs. Ce ne sont pas des envahisseurs. Il y a eu très peu de trucs offensifs, et même quand il y a Colares en 77, alors de la c'est l'exception qui confirme la règle. Et encore, je suis même d'accord avec les conclusions de Hollanda, qui a été le militaire en chef qui s'est occupé de cette opération, parce que l'armée est venue, c'est une des rares fois. Au Brésil, enfin, en 77, ce qui se passe, c'est que on est dans un territoire très très rural, avec
gens très humbles qui sont des pêcheurs, et du jour au lendemain apparaissent des objets dans le ciel, et ces objets lancent des rayons sur ces gens-là, et ces gens vont souffrir énormément d'asthénie, certains vont décéder, et ça va créer une panique sans nom. Donc l'armée va investir les lieux et va enquêter. C'est l'opération Prata, l'opération assiette. Et j'aime beaucoup la conclusion de Hollanda qui dit je ne sais pas s'ils étaient vraiment offensifs, ils avaient peut-être besoin de récupérer quelque chose, comme nous par exemple, quand on se nourrit d'animaux, par exemple, enfin moi je ne le fais pas, mais beaucoup le font, pour avoir de l'énergie, etc., et pour être en bonne santé. Peut-être qu'ils avaient besoin de prendre de l'énergie comme ça. Oui. Enfin, toutes les hypothèses sont sur la table, et c'est pour ça que c'est fascinant. C'est-à-dire que voilà, on se penche. Moi, j'adore me pencher sur les cas, sur les dossiers, et puis. Ouais, aussi parler des mutilations animales bizarres, ou encore des crop circles. Les épiphénomènes, absolument. Ouais. Non, mais ça regroupe un tas. Mais ça, Egon a répertorié ça dans sa trilogie. Hein. Voilà. Il y en a des tas de témoignages et de toutes sortes. Je m'en lasse pas, je m'en lasse jamais. De toutes sortes, mais c'est vrai que c'est un sujet sans fin, en réalité. Voilà. Mais tant mieux. Tant mieux. Eh bien, écoutez. Il nous permet, par exemple, de faire des belles émissions comme là. Oui, et puis de permettre aussi aux gens de ensemble. Voilà, vous avez parlé de rêve et de rêver, de s'évader, et puis je suis sûr qu'ils ont écouté notre émission. Ah, mais c'est certain, c'était passionnant. Moi, j'en doute pas. Merci en tout cas. Faire un petit signe alors. On leur demandera de réagir dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie, Luc. Je vous remercie, Egon. Merci à toi, Kate. Merci à toi, vraiment. Et merci, Luc. Merci, Luc. Très content de vous avoir réuni. Vous voyez, les ovnis servent aussi à ça, à partager, à discuter et à rêver ensemble. Mais on peut rêver. Effectivement. Donc, merci pour. Est-ce que ça, le rêve est ufologique. Voilà. Ce sera la parole de fin. Joli. Merci. Je rappelle, Egon, que votre trilogie éditée chez Max Milo est toujours disponible. Luc, votre dernier livre, Les ovnis viennent-ils du futur, chez BTLV, également disponible. C'est une forme d'interrogation. Oui, c'est un point d'interrogation, effectivement. Merci. Et puis, je rappelle aussi que le lien, si vous voulez vous abonner à la lettre confidentielle de Géopolitique Profonde, le lien sera en description. Je vous remercie encore une fois à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je remercie tous les spectateurs de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Egon. Merci Luc. Et prenez soin de vous. Prenez soin. Merci.